Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors bienvenue au Café de la Gare pour cette nouvelle édition et la première de l'année 2026 pour le Café des Sciences organisé par la Canopée des Sciences. Alors ce soir nous allons accueillir monsieur Mathieu Gaillon-Canguilhem qui va aborder avec vous sa recherche de thèse sur l'évolution à travers les morphos. Donc je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît ce soir. Merci beaucoup en tout cas de me permettre de présenter un petit peu mes travaux. Le but ce soir, ça va être de vous vulgariser un petit peu ce que je fais pour que tout le monde puisse comprendre et que ce soit accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont jamais fait de bio ou qui n'en ont pas fait depuis le lycée, souvent. Et donc moi, majoritairement, je fais de la biologie évolutive et en fait, mon modèle d'étude, ça va être les morphos. Donc d'abord, on va un peu voir, on va faire des petites révisions globales vulgarisées de comment ça fonctionne, la biologie évolutive, l'évolution, etc. pour que tout le monde puisse comprendre après coup ce qu'on va expliquer. Et du coup, dans la deuxième partie, c'est là qu'on attaquera le sujet morpho. Du coup, déjà, petit tour de table. On va faire rapide, il n'y a pas besoin de s'étaler, mais c'est quoi pour vous l'évolution ? À quoi ça vous fait penser ? Si vous avez des mots, des idées qui viennent, pour qu'on puisse après essayer d'expliquer ça ou démêler un petit peu. Alors s'il vous plaît, pour répondre, levez la main, je vais vous passer le micro. Alors, quelle réponse à apporter à la question de Mathieu ? Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Ça m'évoque une situation de départ et une situation d'arrivée. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont envie d'ajouter quelque chose sur ce que ça leur inspire, juste le mot ? Ok, du coup, dans le fond, je le dis pour l'enregistrement, on a eu le mot adaptation. Merci. Ouais. J'allais dire la même chose, c'est l'adaptation à son environnement. Ok, on a eu changement là. Ok. Bon super. Donc on a déjà des mots-clés qui nous aident. Donc effectivement, adaptation, ça va rentrer en compte, mais ça va pas tout faire. On va voir pourquoi. Et donc effectivement, changement, ça va bien correspondre à ce qui se passe. L'évolution en elle-même, c'est juste un mot assez, on va dire, large, qui va juste représenter le fait que le vivant, donc l'ensemble des espèces sur Terre, se modifient, ont des modifications au cours du temps. Donc, en fait, on peut partir de situations initiales avec un certain nombre d'espèces. Donc, on va parler d'espèces ancestrales. Donc, on parle sur des échelles de temps qui sont sur des millions d'années, souvent. Donc, c'est des très, très grandes échelles de temps. Et ces espèces ancestrales, elles peuvent s'éteindre ou on peut, avec plein de modifications au cours du temps, aboutir à la coexistence de plusieurs espèces donc qui sont issues de cette espèce ancestrale. Et donc, l'ensemble des modifications du vivant au cours de grandes échelles de temps, c'est ça qu'on va appeler l'évolution. Et donc on peut voir ça, donc là je l'ai présenté à l'échelle d'espèces, donc quelque chose d'assez grand, mais on peut aussi parler en fait et considérer qu'une espèce c'est un ensemble d'individus en fait qui se ressemblent assez. Et donc on peut voir l'évolution comme un ensemble d'individus à un instant T. Donc on a un ensemble d'individus et ces individus ils peuvent être légèrement différents. Donc là c'est représenté par les variations de couleurs. Tout comme nous maintenant on est tous différents un petit peu. On a des petites variations entre nous. Et ces variations, pour des raisons qu'on verra après, ces variations entre les individus, elles peuvent être accentuées au cours du temps. Et si l'accentuation devient assez forte et il y a une différence qui se crée entre différents groupes d'individus, on peut aboutir à des situations où les groupes d'individus, donc les populations, sont tellement différents qu'il n'y a plus de reproduction qui est possible souvent et on va aboutir à 2 nouvelles espèces, en quelque sorte. Et donc, ça, c'est l'évolution. Et la biologie évolutive, c'est le champ de recherche qui va s'intéresser à essayer de démêler tous les mécanismes qui vont expliquer comment est-ce qu'il y a ces modifications dont je parle depuis tout à l'heure qui se font au cours du temps. Donc là, on était à l'échelle d'un individu. Tout à l'heure, on était à l'échelle de l'espèce. On peut descendre encore plus bas. Et c'est assez important pour bien comprendre comment fonctionne la biologie évolutive. Donc, si on part d'un individu, les individus ils sont composés entièrement de cellules, pour les rappels de biologie. Et dans ces cellules, on retrouve des noyaux, donc notamment chez les animaux. Et dans ces noyaux, on va retrouver, donc normalement, ça c'est censé parler à pas mal de gens, on en a pas mal entendu parler dernièrement depuis le Covid, c'est un terme qu'on entend pas mal. Donc à l'intérieur du noyau, il va y avoir l'information génétique qui est sous forme d'ADN. Donc cette information génétique, elle est condensée, donc en fait, elle peut être condensée en morceaux cohérents qu'on appelle des chromosomes. Il y a un certain nombre de chromosomes dans toutes les cellules animales, donc toutes les cellules ont la même quantité d'ADN, et c'est l'ensemble de notre génome.
Et donc, ces chromosomes-là, en fait, ils vont du coup contenir, donc ça va être de l'ADN qui va être très condensé, et on va en avoir un certain nombre, et ça va être différent entre chaque espèce. Chaque espèce a un certain nombre de chromosomes différents. Et la particularité qu'on a notamment chez les animaux, c'est que pour chaque chromosome, en fait, on va avoir une paire. Donc c'est comme si on avait, pour chaque morceau d'ADN cohérent, une copie. En fait, on va avoir 2 copies chez les animaux, souvent, de notre information génétique. Donc ces chromosomes-là, comme j'ai dit, ils sont composés d'ADN. Donc l'ADN, ça a une structure en double hélice comme ça. Donc il y a un brin qui va porter l'information génétique. Et tous ces brins-là, en fait, ils vont contenir une base azotée. Et donc les brins vont s'associer 2 par 2. Et il y a une correspondance entre les bases azotées. Donc en fait, les A vont toujours avec les T, les G vont toujours avec les C. C'est pas très important de comprendre exactement ce que c'est qu'une base azotée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on regarde un seul brin d'ADN, on a, et qu'on le regarde dans un certain sens, on peut lire en fait presque les bases azotées avec les lettres qu'on leur donne. Donc A, G, T, C, etc. Et donc ce qu'on va lire, tout ça, c'est ce qu'on appelle la séquence nucléotidique, et c'est ça qui est le support de l'information génétique. Donc quand vous entendez aujourd'hui parler de séquençage et de ce genre de choses-là, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un individu et on va être capable de sortir toute sa séquence génétique. D'accord ? Donc cet enchaînement de lettres qui représente son génome à cet individu. Donc maintenant, ce qui est intéressant d'essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un support de l'information génétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait des mots un peu parfois vagues pour certaines personnes. En fait, c'est que certaines portions d'ADN, donc pas partout, mais certaines portions, donc continues, vont être appelées des gènes. Et en fait, ces portions-là, donc ça va être cette suite de nucléotides, donc de bases azotées, donc ces lettres, elles peuvent être lues en quelque sorte comme des livres dans un mot, et elles peuvent être transcrites dans un autre langage, donc ça va donner d'autres molécules, et ça peut être associé à ce qu'on appelle des protéines. Donc tous les gènes, généralement, donnent une protéine. Et ces protéines-là, l'ensemble des protéines qu'on est capable de faire dans nos cellules, c'est ce qui va permettre de réaliser toutes les réactions du vivant. Et donc c'est ce qui va permettre à la cellule de réaliser ses fonctions, et donc à l'individu d'exister, de se développer, de vivre, etc. Donc en fait, les protéines, c'est ce qui fait les actions, et ce qui contient l'information pour faire la protéine, c'est le gène, et en fait c'est de l'ADN derrière. Et donc en fait, comme on a beaucoup d'ADN, on a beaucoup de gènes, et ces gènes-là, ils font une multitude de protéines, et ça détermine en fait la plupart des caractères d'un individu. Donc en fait, par exemple, il y a des gènes qui vont dire, ils vont coder pour quelque chose, et on va dire que des gènes, par exemple, peuvent coder pour la couleur de cheveux chez les êtres humains, par exemple. Donc on a des gènes qui vont avoir des fonctions spécifiques. Un gène peut même avoir plusieurs fonctions, mais on peut aussi avoir des caractères qui peuvent être soumis à qui peuvent être impactés par plusieurs gènes. Par exemple, la taille, c'est un caractère. On a une taille tous différente, mais il n'y a pas qu'un seul gène qui explique la taille. Il y a une multitude de gènes qui vont permettre d'apporter qui vont dans le développement modifier la taille. Et donc, en fait, là, on peut se dire, bon, ok, on a un ensemble de gènes dans tout le génome pour les individus qui codent pour certaines choses, mais en fait, comment on explique qu'on est tous différents ? Parce que les séquences génétiques, c'est quelque chose de très très conservé. En fait, on est tous très similaires génétiquement parlant. Et donc en fait, il y a juste quelques 0,x% de différence génétique entre des individus d'une même espèce, notamment par exemple les êtres humains ou les animaux. Et donc, juste ce petit pourcentage, ça va permettre d'expliquer la différence de nos caractères. Pourquoi ? On peut avoir des mini-modifications sur des gènes qui vont faire que les gènes vont toujours marcher, mais que le résultat final peut être légèrement différent. Donc on va dire qu'on a des versions différentes de gènes. En fait, entre nous, on a des toutes petites variations. Et donc, si on représente les gènes comme ça sur les chromosomes, donc c'est des portions d'ADN, comme je l'ai dit, on peut les annoter de manière différente, par exemple un grand D et un petit d, où on aurait pu mettre 2 couleurs différentes, juste pour dire qu'on peut avoir plusieurs versions. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, comme on a tous dans nos cellules par chromosome 2 copies, on n'est pas forcément la même copie d'un même gène. Donc pour un gène, je peux avoir soit la même copie, soit 2 copies différentes. Donc on va dire que j'ai des allèles différents. Et donc ça peut faire plusieurs situations. Soit, donc, comme je disais, on peut avoir 2 fois le même allèle, mais il peut y avoir plusieurs possibilités. Ou alors on peut avoir des allèles différents. Et en fonction de toutes ces situations-là, en fait, ça va générer des caractères qui peuvent être légèrement différents entre les individus et donc être à l'origine, expliquer nos différences entre nous. Et donc entre les animaux et plus largement entre tous les êtres vivants. Donc là, c'est un exemple qui est assez banalisé. Ce qu'il faut retenir, c'est que les allèles, c'est des versions des gènes. Donc ça code pour des caractères, ça fait des légères différences, et il peut y avoir plusieurs allèles pour un même gène. C'est pas forcément 2 comme sur l'exemple, il peut y en avoir une multitude.
Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on pouvait représenter l'évolution par des individus, mais en fait, ces individus qui étaient différents, ils étaient différents parce qu'ils n'avaient pas les mêmes allèles. Donc normalement, ça, avec les explications, ça devient un peu plus clair. Et donc en fait, on peut comprendre l'évolution d'un point de vue génétique et dire qu'en fait, une espèce, donc qui est un ensemble d'individus, c'est aussi un ensemble d'allèles à un instant T, qui fait, donc on a des allèles différents, qui chez l'individu se traduisent par des différences donc entre les individus. Et donc ces allèles, pareil, ils peuvent avoir de plus en plus de différences entre eux, donc qui se traduisent chez les individus aussi. Et donc de la même manière, il peut y avoir une accumulation de différences entre deux populations, donc entre deux groupes d'individus. Et au bout d'un moment, la distance génétique entre les groupes d'individus devient tellement forte qu'on considère qu'on a deux espèces au lieu d'une. Donc en fait, c'est hyper important de comprendre qu'on a trois. Là j'en ai présenté trois, mais on a plusieurs niveaux de compréhension de l'évolution. On peut regarder ça à l'échelle de plusieurs espèces, à l'échelle de groupes d'individus ou à l'échelle génétique. Et en fait, ça se traduit en recherche, c'est-à-dire il y a des gens qui vont s'intéresser à l'évolution d'un point de vue ensemble d'individus, d'autres qui vont regarder un ensemble d'espèces et d'autres qui vont regarder au niveau génétique. Mais regarder les trois, ça permet de lier concrètement comment est-ce que des petites modifications qui, à la base, sont plutôt d'ordre génétique, peuvent se répercuter à des plus grandes échelles. Et donc, étudier les trois, que ce soit simultanément ou même de manière différente entre les différents chercheurs, ça permet de mieux comprendre comment l'évolution fonctionne en général. Donc tout à l'heure, il y avait le mot adaptation qui avait été utilisé. Et en fait, quand on parlait du coup des mécanismes qui permettent ces modifications, et c'est ça maintenant la question, l'adaptation, en fait, c'est seulement une sous-partie d'un des mécanismes. On considère qu'il y a 4 grands mécanismes qui permettent, qui expliquent les modifications donc, qu'on observe entre les individus. Donc on va avoir la mutation, ça souvent ça parle un peu aux gens au moins de nom. La sélection, donc c'est là-dedans que va rentrer l'adaptation. Et on a aussi 2 autres effets que je vais moins détailler parce qu'on va moins s'en servir après pour quand je vais expliquer mes travaux de thèse. Mais on a la dérive qui est juste un effet du hasard, qui est de dire que quand je me reproduis, comme moi je transfère que 50% de mes allèles à ma descendance et la mère 50% de ses allèles, il y a un effet du hasard sur les allèles qui sont transmis. Donc ça c'est juste un effet qui explique qu'à long terme, avec beaucoup de hasard, il peut y avoir des variations. Et la migration, c'est le fait qu'entre des populations, les individus peuvent s'échanger, et donc des allèles qui étaient présents que dans une population peuvent se retrouver dans une autre population, etc. Je ne vais pas trop détailler ces 2 forces-là, on va s'intéresser surtout aux 2 autres, la mutation et la sélection. Donc la mutation, c'est ça qui va expliquer donc les différences dont je parlais entre les individus. Ça va être quelque chose qui va apporter de la nouveauté génétique, si on veut. Donc on va avoir des mutations spontanées qui vont engendrer des nouveaux allèles dans la population. Mais souvent on a en tête évolution égale adaptation égale je suis adapté à mon environnement, etc. En fait, les mutations, elles sont spontanées, elles peuvent se produire un peu n'importe où sur notre génome, donc dans tout notre ADN. Et parfois, en fait, une mutation, elle va apparaître et en fait, si elle n'est pas transmise à la descendance, elle disparaît en fait. Donc parfois, elles vont disparaître et parfois, certaines mutations vont réussir à, on va dire, se fixer dans la population, donc vont se répandre en quelque sorte dans la population. Et donc, en général, si une mutation se répand, si elle est arrivée tôt dans l'histoire évolutive d'une espèce, on va la retrouver plus fréquemment, par exemple, chez les espèces actuelles, alors que si elle est arrivée plus tard, on peut la retrouver un peu moins. Bon, ça, c'est des généralités. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un fort effet du hasard. Parce qu'il y a une grande majorité des mutations qui n'arrivent jamais à se fixer dans la population. Parce qu'en fait, quand vous tirez à blanc dans le génome, donc c'est-à-dire quand il y a une petite modification, souvent, ça ne va pas aboutir à quelque chose qui va bien marcher en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas tout le temps de l'adaptation. Il y a un fort effet du hasard. De temps en temps, ça n'a pas d'effet, ça peut être neutre et ça se transmet quand même juste par le hasard. Qu'est-ce que ça peut être ces différentes mutations ? Il y a différents types, donc je vais aller vite, c'est juste pour que vous ayez un peu une idée. En gros, soit sur la séquence, on peut avoir des petits changements donc ponctuels. Donc on va dire que c'est juste une base azotée qui en fait est changée. Donc ça peut arriver à plein de moments durant la vie d'un individu ou même d'une espèce. On peut avoir des plus grosses modifications avec des bouts qui sont donc ajoutés ou enlevés. On parle d'insertion ou de délétion. Et donc ça, pareil, ça modifie comment l'information génétique elle est lue. Donc ça, c'est une mutation qui va être sur la séquence en elle-même. Et ensuite, on peut aussi avoir des mutations qui vont être plus de l'ordre sur l'organisation de la séquence. Donc comme je l'ai dit, la séquence, quand elle est lue dans un certain sens. Et donc en fait, tout ce qui va venir modifier les endroits où se trouve la séquence, en fait, si on la découpe et qu'on la met ailleurs, ça peut ne plus fonctionner en fait, par exemple. Donc on peut avoir par exemple des inversions. Donc c'est quand
une partie du génome était dans un sens et une sous-partie a été retournée par exemple, donc elle n'est plus dans le même sens en fait. On peut aussi avoir des duplications, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont dupliquées, donc qui étaient présentes une fois et qui en fait juste après, hop, réapparaissent une deuxième fois. Il y a des parties qui étaient ancestralement dans un endroit du génome et peuvent changer par exemple de chromosome. On peut avoir plein de variations différentes. Donc ça, on y reviendra plus tard. Et la deuxième force évolutive qui est représentée, c'est la sélection. Donc celle-là, c'est celle souvent qu'on associe à l'évolution. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, réduisent l'évolution à la sélection. Vous avez sûrement dû entendre parfois évolution, la loi du plus fort, etc. C'est pas forcément vrai, on va expliquer pourquoi. Pour qu'il y ait sélection, il faut donc qu'il y ait des variations existantes. Donc ça, on a vu que c'était des variations préexistantes dans la population ou le fait de mutations qui peuvent apporter de la nouveauté génétique. Donc on a des variations. Et donc ces variations, il faut qu'elles soient transmissibles à la descendance. Et en plus, qu'elles donnent lieu à une reproduction différentielle à chaque génération. Ce que ça veut dire en gros, c'est juste qu'il faut que les variations, elles me donnent soit un avantage, soit un désavantage pour me reproduire. Si j'ai un avantage pour me reproduire, et c'est l'exemple ici de cette variation-là, l'individu qui porte cette variation, il a plus de chances de se reproduire par exemple. Et en fait, il va avoir plus de chances de transmettre cette variation, donc cet allèle, à ses descendants. Alors que par exemple ici, si on imagine à l'inverse que c'est une variation qui va être désavantageuse, il va avoir moins de chances de la transmettre. Et donc ainsi de suite, à travers plusieurs générations, en fait, on va avoir des modifications des fréquences de ces variations dans la population. Certaines variations peuvent devenir très présentes dans une population parce qu'elles sont donc sélectionnées. Elles donnent un avantage reproductif. Une deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est que c'est pas forcément... Donc là, on a l'impression que c'est la loi du plus fort parce que c'est celui qui se reproduit le plus, qui peut plus transmettre ses variations. En fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'on vit dans un environnement, on ne peut pas s'en soustraire et l'environnement, il change en permanence. Et si, par exemple, j'ai un avantage dans un certain environnement mais qu'il y a un changement environnemental, par exemple, fort, et en fait, l'avantage que j'avais avant, c'est peut-être plus un avantage maintenant, mais ça peut devenir un désavantage. Et donc, en fait, c'est important de comprendre que si on se retrouve avec, par exemple, des populations qui, pour une raison X ou Y, se retrouvent dans des conditions différentes, certaines variations, elles peuvent être sélectionnées dans une population et pas dans une autre. Donc, en fait, c'est pas la loi du plus fort, c'est la loi de celui qui arrive à mieux le reproduire à un instant T. Donc, c'est quand même assez radicalement différent. Et en plus, c'est seulement un des 4 mécanismes de l'évolution. Donc, cette sélection, c'est principalement une histoire de faciliter ou non la reproduction. Et on peut le voir selon 2 prismes. Ça a été étudié de 2 manières différentes. Ça a été séparé en 2 historiquement. On a souvent vu que pour réussir à se reproduire, soit 2 stratégies, en fait, 2 manières de s'y prendre. C'est un peu soit j'arrive à vivre longtemps, donc je survis à mon milieu, et donc j'ai plus de chances d'avoir des occasions de me reproduire, ou alors j'ai de meilleures chances de me reproduire parce que je peux être hyper fertile, ou alors ça marche super bien, les animaux arrivent à super bien attirer leurs femelles, etc. Donc ça a permis de cloisonner la sélection en 2 grandes catégories, donc qui sont la sélection sur la survie, donc ça joue sur cette histoire de est-ce que j'arrive à vivre longtemps pour me reproduire, ou de sélection sur la reproduction. Donc si on donne un exemple simple, c'est une idée par exemple qu'on peut avoir un groupe de souris avec des couleurs différentes, donc on a une variation, cette couleur elle est transmissible à la descendance, c'est-à-dire que par exemple la descendance d'une souris noire va avoir tendance à être plus souvent noire et la descendance d'une souris beige plus souvent beige, donc c'est transmissible cette variation. Et en fait, une décoloration donne un avantage dans un certain environnement parce que l'environnement est d'une certaine couleur, donc peut-être qu'une variation se camoufle mieux qu'une autre, donc elle est moins chassée par les prédateurs, elle est moins détectée. Et donc, comme à ce moment-là, les souris, par exemple les mieux camouflées ici, se retrouvent en plus grand nombre proportionnellement dans la population, elles se reproduisent plus, donc on a une variation de cette coloration chez les souris au cours des générations. Donc ça, c'est la sélection sur la survie, et la deuxième, c'est la sélection sur la reproduction. Et donc, la sélection va y avoir sur tous les caractères qui vont permettre de réussir à se reproduire plus ou mieux. Et donc, par exemple, chez les animaux, on voit fréquemment des parades nuptiales. Et donc c'est typiquement tous les caractères qui sont invoqués, qui sont impliqués dans ces parades nuptiales vont avoir tendance à être fortement sélectionnés d'un point de vue reproductif. Donc par exemple ici l'exemple de l'araignée Pan, elle a un abdomen extrêmement coloré qu'elle utilise pour faire une parade auprès de la femelle, donc chez les mâles. Et donc généralement plus l'abdomen est coloré, ou plus les formes sont originales ou des choses comme ça, ça va être sélectionné parce que la femelle va avoir plus tendance à se reproduire avec ces individus-là. Donc les variations vont être plus présentes à la génération d'après. Donc ça, historiquement, on l'a découpé comme ça, mais en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était pas simple parce qu'en fait, on n'a pas tous un caractère qui est soumis à la sélection.
la majorité de nos caractères sont soumis à sélection en permanence. Et donc, on peut avoir une combinaison des différents types de sélection en permanence. Et ces sélections, elles peuvent soit aller de pair, donc sélectionner un caractère dans le même sens, ou se contre-sélectionner, en fait, si on veut. Donc, par exemple, on peut donner 2 exemples clés. Donc, par exemple, l'exemple du pan. Le pan, ça a été un exemple qui a été assez compliqué à comprendre au début de l'évolution parce que justement, on ne comprenait pas cette idée de sélection sur la survie. Parce qu'en fait, c'est qu'il y a une contre-sélection de la sélection sur la reproduction. Donc la sélection sur la reproduction, les femelles vont avoir tendance à se reproduire avec les pans mâles qui ont des queues plus grandes, plus colorées, avec des ocelles plus grosses. Donc les ocelles, c'est les espèces d'yeux là. Et alors que justement, pour échapper à un prédateur, vous avez plutôt intérêt à avoir une queue courte, pas colorée, pour pas vous faire détecter, pour pouvoir vous échapper. Et donc en fait, là on voit qu'on a genre 2 sélections contraires, et donc ça aboutit souvent à des compromis, donc à des tailles ou des colorations qui sont à peu près stables. Encore une fois, ça dépend des conditions environnementales qui peuvent changer. Si on veut un exemple où ça va de pair, par exemple chez les chardonnerets élégants, donc qui sont des oiseaux avec une coloration rouge au niveau de la tête, les femelles elles vont avoir tendance à se reproduire avec des mâles qui ont une coloration rouge vive, donc elle va être sélectionnée par la reproduction, donc sur une sélection par la reproduction. Et en même temps, la coloration rouge elle est due à des pigments qui en fait sont impliqués aussi dans le système immunitaire des animaux. De ces animaux, et donc en fait une coloration rouge vive se traduit en fait par plus de ces pigments et donc souvent une meilleure défense immunitaire, et donc il y a une meilleure survie des individus, et donc ça explique qu'on peut avoir des traits qui sont très exagérés parce qu'il y a une co-sélection en fait, une sélection dans la même direction, que ce soit par la survie ou par la reproduction. Donc on a vu qu'il y avait 4 forces, il y en avait 2 que moi étaient assez importantes pour ma thèse, donc la mutation d'une part, on va y revenir, et la sélection. La sélection elle peut s'appliquer à plein de traits. Comme vous l'avez compris, j'ai plutôt insisté sur la couleur. Et en fait, c'est parce que la couleur, comme c'est quelque chose de très visible dans l'environnement, que ce soit et par les prédateurs et par donc, les individus de la même espèce, ça va avoir en fait un intérêt assez fort en biologie évolutive parce que c'est fortement soumis à la sélection. Donc on va s'y intéresser parce qu'en fait, on sait que derrière, il y a des processus qui se passent qu'on peut aller étudier. Une deuxième raison pour laquelle on peut s'intéresser à la couleur en biologie évolutive, c'est tout bêtement parce que c'est très facilement observable. Donc ça permet d'une part, nous, en tant que chercheurs, quand on voit des choses dans la nature, de faire des hypothèses, parce que ça s'analyse très facilement la couleur. D'un coup d'œil, on voit s'il y a une couleur différente, des variations, etc. Ou des motifs. Et en même temps, ça permet aussi derrière de les caractériser facilement. Une troisième chose, c'est comme j'ai dit du coup dans ma présentation, c'est qu'il y a plusieurs échelles de compréhension. Et la couleur, en fait, elle coche un peu toutes ces cases, dans le sens où on peut la comprendre aussi à plusieurs échelles. On peut s'intéresser génétiquement à qu'est-ce qui va causer, qu'est-ce qui va produire une certaine couleur, ou qu'est-ce qui va entraîner des modifications de la coloration. On peut aussi l'analyser d'un point de vue développemental. Comment est-ce que dans le développement d'un organisme, on aboutit à former des patterns complexes avec des points, des traits, etc. sur les ailes des papillons, au hasard. Et on peut aussi s'intéresser à ça d'un point de vue plus populationnel. Donc comment est-ce que dans la population, quels sont les différents types de couleurs ou les différents patrons de coloration, et donc comment est-ce que les fréquences de ces différentes couleurs peuvent être modifiées dans la population. Il y a aussi des liens avec les conditions environnementales, etc. Une quatrième chose, c'est que mine de rien, il y a un fort intérêt pédagogique de la couleur, pour la même raison qu'en fait c'est facilement observable, et en plus c'est un peu catchy, ça attire les gens souvent. Les jolies colorations, les choses camouflées, etc. C'est quelque chose qui parle au public, et donc ça peut être une porte d'entrée pour essayer d'aller expliquer des concepts scientifiques qui ne sont pas forcément faciles à comprendre. Et une dernière chose, donc là c'est plus technique, mais c'est que en fait, les couleurs, elles ne sont pas toutes perçues de la même manière par toutes les espèces, parce qu'on n'a pas tous les mêmes systèmes visuels. Et donc étudier la couleur, en fait, c'est aussi en quelque sorte s'intéresser à la perception de la couleur, et donc l'évolution de la perception de la couleur. Et par exemple, juste un exemple bête, mais c'est que les humains, nous, on a 3 cônes, ils ont une certaine sensibilité à certaines couleurs, donc on va être bon pour détecter certaines nuances. Mais par exemple, les oiseaux, eux, ils vont avoir un 4e cône qui va leur permettre de détecter les UV. Donc en fait, ils ne vont pas percevoir le monde et les couleurs de la même façon que nous. Donc ça pose plein de questions intéressantes. Maintenant, pourquoi s'intéresser aux morphos ? Comme j'ai présenté les intérêts, en fait, là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs, des morphos qui sont très visibles. Donc les morphos, ils ont souvent des couleurs très intenses. Donc soit du bleu foncé, soit du bleu très clair, blanc, iridescent. Donc ça veut dire que ça réfléchit fortement la lumière. En plus, sur un fond vert, comme dans la forêt tropicale, ça se détecte facilement, que ce soit par les prédateurs ou par les individus de la même espèce. En plus de ça, on va avoir une très grande diversité de couleurs à toutes les échelles. Donc on va avoir des diversités de couleurs entre espèces. Donc là, je vais tout de suite briser un mythe. Les morphos ne sont pas tous bleus. Du coup, on a des morphos qui sont bleus iridescents, relativement assez classiques. Ça peut aller même jusqu'au violacé. On peut avoir des espèces qui sont plus bleu ciel, presque blanches, et d'autres qui vont tirer même sur le orange carrément, orange, jaune, rouge.
Et donc ces 3 colorations-là, en l'occurrence, sont présentes en Guyane, chez différentes espèces. On peut aussi avoir des différences entre les individus d'une même espèce, donc là entre un mâle et une femelle. Donc ça, c'est une espèce qui est présente en Guyane, Morphoretenor. Les mâles sont bleus électriques et les femelles sont complètement jaunes, donc rien à voir. Et on peut aussi avoir des variations entre les individus d'une même espèce et sans relation avec le genre, avec le sexe. Et donc par exemple ici, donc c'est Morphotelemachus, c'est une espèce qui est présente en Guyane. Donc on va avoir des couleurs très différentes sur toute son aire de répartition qui est sur le bassin amazonien. En plus de ça, c'est des espèces qui ont une très grande aire géographique, donc ça veut dire qu'on peut les étudier à plein d'endroits du monde. Ça va du coup de l'Amérique centrale, donc jusqu'au Costa Rica, jusqu'à plus au sud la forêt atlantique du Brésil et tout le bassin amazonien, même de l'autre côté des Andes. Donc ici on peut voir. Et les différentes espèces n'ont pas les mêmes tailles d'aires de répartition. Il y a des espèces qui vont avoir des aires de répartition donc plutôt petites, mettons des guillemets à plutôt, comme ici, Morphotelemachus, alors que d'autres, comme celle-là, donc ça c'est toute une espèce, qui vont être présentes sur l'ensemble presque donc de l'aire de répartition de tous les morphos. Et donc ça pose des questions intéressantes parce que ça veut dire que si on va à un point A ou à un point B en Amérique du Sud, on va trouver des groupements d'espèces, donc un ensemble d'espèces de morphos qui ne vont pas être les mêmes. Et donc qui ne vont pas avoir les mêmes couleurs, etc. Et donc ça va poser des questions de comment est-ce qu'elles ont coévolué ensemble. Enfin, comment est-ce que ces couleurs, elles ont évolué dans un environnement où en fait d'autres espèces étaient là avec d'autres couleurs. Donc pourquoi travailler sur les morphos en Guyane spécifiquement ? En Guyane, il y a quand même un énorme ensemble d'espèces de morphos. Il y a 9 espèces qui sont présentes au total sur les 30 qui existent du coup sur le continent américain. Elles sont séparées en 2 groupes classiquement. Donc on va avoir les espèces de sous-bois, donc on va retrouver, en fait c'est celles que vous allez voir, c'est pour ça qu'on pense que les morphos sont bleus tous, parce qu'en fait c'est celles qu'on voit, elles volent à notre hauteur quand on se balade en forêt, donc c'est celles qu'on voit facilement. Et on a aussi des espèces donc, de canopées, et donc elles pour les voir il faut vraiment lever les yeux quand vous vous baladez, ou alors de temps en temps sur les routes elles descendent, et donc qui présentent des colorations et des formes d'ailes différentes, donc ça pose plein de questions. Donc moi ma thèse elle s'intéresse donc non pas aux morphos bleus, mais en l'occurrence à ces 2 morphos orange, donc on va dire c'est des planeurs parce qu'ils vont avoir un vol plané. Et donc moi je vais m'intéresser à cette coloration orange dans un contexte où beaucoup d'espèces de morphos sont de coloration bleue. Donc la question ça va être comment est-ce que la couleur a évolué au sein des morphos, etc. Plus précisément du coup pour vous présenter mon espèce phare, donc c'est celle-là, Morphotelemachus, celle dont je vous disais qu'elle a une grande variation de couleurs et de patrons de coloration sur toute son aire de répartition. Donc elle a une aire de répartition qui s'étend sur tout le bassin amazonien. Et donc en Guyane, on a ces 2 formes-là. Donc on a une forme plutôt bleu clair et une forme orange. Donc la bleu clair est très très légèrement iridescente et la orange pas du tout. Et après en Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, on voit qu'on a des variations de couleurs différentes, avec pas forcément la même intensité, pas forcément les mêmes délimitations. Donc ça va poser des questions sur qu'est-ce qui se passe à l'échelle de toute l'espèce. Donc en Guyane, je m'intéresse donc à Morphotelemachus et à Morphoecuba, qui est une espèce qui vole aussi en canopée. Et en fait, on se rend compte que les individus de Morphoecuba, qui sont eux tous oranges, ont quand même une ressemblance assez forte avec les individus de Morphotelemachus qui sont oranges. Et je m'intéresse aussi à une autre espèce qui s'appelle Morphociceis, qui n'est pas présente en Guyane, elle est plus présente sur l'ouest de la forêt amazonienne. C'est Morphociceis, et qui du coup, là on le voit, a tendance les individus de Morphociceis sont tous bleus et ont tendance à beaucoup ressembler aux individus bleus de Morphotelemachus. Et donc ça pose des questions de comment est-ce que les interactions entre les couleurs, enfin comment est-ce qu'on peut expliquer l'évolution dans un contexte où il y a des espèces proches qui ressemblent en fait. Donc la grande question de ma thèse, c'est en quelque sorte quels sont les mécanismes évolutifs derrière cette variation de couleurs. Comment expliquer que chez une espèce on peut avoir 2 couleurs simultanément, que ces 2 couleurs elles ressemblent à d'autres espèces et qu'elles peuvent coexister ensemble. Comment est-ce que les individus ne se trompent pas finalement pour se reproduire, pour repérer les individus de la bonne espèce, etc. Et comment est-ce que la couleur elle a évolué à une échelle plus large. Du coup, dans mon introduction, vous avez vu que j'ai découpé les échelles à laquelle on pouvait comprendre l'évolution. Et donc en fait là c'est un peu la même chose. Dans ma thèse, pour casser la grosse question de quels sont les mécanismes évolutifs, il y en a plein, ça peut être plein de possibilités. Faut faire des petites sous-hypothèses et les traiter une par une pour pouvoir répondre à la grande question à la fin. Donc il y a 3 grosses questions. Il y a d'abord d'où vient la différence de coloration. Donc là on est sur une petite échelle. Qu'est-ce qui va expliquer que juste chez Morphotelemachus on a 2 couleurs qui peuvent coexister à un même endroit. Ensuite il y a une question de comment à l'échelle de la population la variation de couleurs elle est soumise à la sélection. Donc comment est-ce que les 2 couleurs de Morphotelemachus
est-ce qu'elles sont sélectionnées? Est-ce qu'il y en a une qui est en train de prendre le dessus sur l'autre entre quelque sorte? Est-ce qu'il y en a une qui a un avantage ou pas? Et la dernière question, donc, qui rejoint la grande question, c'est comment est-ce que les colorations évoluent à une échelle interspécifique? Du coup, je vais attaquer ces petites questions une par une et je vais commencer à vous présenter. Donc, pour toutes les parties, j'ai pas forcément des résultats aboutis. Je vais vous présenter ce que j'ai. Et l'idée, c'est d'essayer de réfléchir aussi, de vous introduire un peu à comment ça fonctionne la recherche et d'essayer de se poser des questions de comment est-ce qu'on peut répondre aux questions qu'on se pose en fait. Donc, première partie, d'où vient la différence de coloration bleu-orange chez Morphotélémachus en Guyane? Donc, imaginons que on a une population, donc c'est ce qu'on observe typiquement en Guyane, donc de Morphotélémachus. Il y a des individus qui vont être orange, d'autres bleus. Donc, on les a tous séquencés. Là, je vous donne un matériel limité. Vous avez une infinité d'individus. Vous avez accès à toutes les séquences génétiques de chaque individu. Et donc, à votre avis, comment est-ce que vous feriez pour essayer de répondre à la question de d'où vient cette diversité de couleurs? En se rappelant du coup de ce qu'on a parlé, du fait que génétiquement, il y avait des gènes avec des allèles, donc qui étaient des versions de ces gènes, que les gènes produisent des protéines qui sont responsables de caractères, et qu'il y a des combinaisons d'allèles qui peuvent générer différentes versions de caractères. Voilà. Avec tout ça en tête, comment est-ce que vous essayeriez de répondre à cette question? Essayez de proposer genre des idées, ça peut être vraiment être... Il n'y a pas de réponse bête. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Alors, excusez-moi, il faut vraiment répondre au micro parce que nous faisons un enregistrement audio. Alors, qui souhaite répondre? On peut déjà se demander si on connaît sur l'intégralité de la séquence génétique, est-ce qu'il y a des endroits qu'on connaît qui sont responsables de la coloration pour cibler ces endroits-là et essayer de voir si c'est justement les mêmes copies, comme tu disais, pour chacun des individus ou si c'est pas les mêmes copies et faire le lien avec la couleur. Ok, ouais, donc ça c'est un truc qu'on a fait, donc on va revenir dessus. Ça répond pas complètement à la question parce que du coup on tape un peu à l'aveugle, on prend un ensemble de trucs qu'on sait être responsables pour la couleur et on va regarder un par un. On peut faire autre chose s'il y en a qui ont des idées. Ne vous censurez pas. Déjà, il faudrait pouvoir isoler la partie du chromosome où se trouvent les allèles de la coloration. Okay. Donc on peut faire, soit on connaît les séquences en amont et en aval et on peut faire une PCR, soit on peut faire un clonage en plasmide pour l'amplifier et après séquençage. Ok, du coup là c'est plus sur de la validation fonctionnelle on va dire. C'est une fois qu'on commence à avoir une idée en fait un peu on va essayer de reproduire en fait cette différence. Isoler les allèles pour pouvoir après les séquencer et voir les mutations qui sont les différences qu'il y a entre les deux allèles, les deux versions du gène. Ouais, c'est tout à fait une possibilité. Alors c'est pas ce qu'on a fait, ça demande quand même un petit peu de manipulation de laboratoire. Tout à fait. Mais c'est une très bonne solution. Du coup je vais vous présenter la solution qu'on a adoptée et je vais essayer de vous expliquer donc comment ça marche à chaque étape. En fait ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de trouver des corrélations entre les séquences génétiques et la coloration. En gros, on avait tous nos individus, donc on peut les mettre les uns à la suite des autres, et pour chaque individu on avait les séquences. Et en fait, ces séquences-là, donc comme je vous dis, elles sont très semblables entre les individus, mais il y a des légères différences. Donc on peut essayer de les aligner en connaissant, en fait, en trouvant toutes les régions qui sont identiques, on les aligne les uns avec les autres. Et donc on trouve des régions qui vont être très légèrement différentes, donc qui sont dues à des mutations ancestrales, qui sont préservées dans la population. Et donc on va dire qu'à une position, par exemple ici, on va dire qu'on a une position variante, on va dire qu'on a des présences de variants. Et en fait, l'idée, ça va être d'essayer de voir est-ce qu'il y a une position variante ou des positions variantes qui sont corrélées à la couleur. En gros, ça veut dire, est-ce que tous mes individus orange, ils vont avoir le même variant, donc la même base azotée, le même AC, T ou G à un endroit, et mes individus bleus, une autre base azotée au même endroit. Donc en fait, est-ce qu'ils sont cohérents entre eux? Et si on trouve une zone où il y a une forte corrélation, c'est-à-dire on a beaucoup de petits allèles proches comme ça, qui corrèle assez bien avec la couleur, ça peut juste nous donner un indice qu'au niveau de cette zone-là, il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment juste une analyse de corrélation. Donc en gros, ça se fait avec des logiciels informatiques, je vous épargne comment ça fonctionne, mais les résultats, on peut les regarder ensemble et c'est vraiment pas compliqué à comprendre. En gros, ça se présente comme ça. Donc en bas ici, on va avoir tout l'ensemble du génome, donc tout le génome a été analysé, donc du début jusqu'à la fin, et il est séparé en différents chromosomes. Ici, on va avoir une échelle de corrélation statistique. En gros, plus vous êtes haut sur cette échelle, plus ça veut dire que un tel variant, ou un tel allèle en fait, est corrélé à la couleur.
La ligne rouge, là, c'est vraiment juste un indicatif pour dire à partir de quel moment on considère que c'est assez corrélé pour que ce soit une vraie corrélation statistiquement fiable. Et là, vous avez un point. Et donc ça, ce point-là, c'est une position variante. Et donc là, on voit que c'est peu corrélé. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, le variant qui était présent, il n'était pas présent que chez les oranges ou que chez les bleus. Il était un peu réparti entre tous. Donc c'était pas très corrélé en fait. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ça sur tous les allèles, enfin toutes les positions variantes, pardon, de l'ensemble de notre population qu'on a séquencée. Et en gros, le résultat, ça donne ça. Donc il y a beaucoup d'allèles. Et on voit que certaines régions, donc par exemple ici on a une région où il y a une très forte corrélation entre une position variante et la coloration. Ça ne nous donne pas du tout une solution. Ça ne veut pas dire c'est là. Ça nous dit c'est possiblement là. En fait, il faut se dire qu'on a un pool d'échantillons, donc on a un nombre d'individus qu'on a analysé qui est pas infini. Et donc en fait, ça se peut que juste par le hasard, on ait tous les oranges qui aient un même variant d'endroit et tous les bleus un autre. Alors après, là, comme il y a beaucoup de points très proches, ça sent quand même fort, mais il faut quand même vérifier toujours. Donc une chose à faire, c'est d'essayer de zoomer pour aller voir ce qui se passe plus précisément. Et donc ce qu'on peut faire, c'est on connaissait donc les gènes qui sont présents dans le génome, et on peut aller voir est-ce que c'est à proximité de gènes qu'on connaît, est-ce que c'est dans un gène qu'on connaît. Donc si on zoome, on voit ça. Donc c'est vraiment les mêmes, c'est le même graphique mais juste zoomé. Et en dessous, on peut représenter ici les barres noires. En fait, ça va être tous les gènes qu'on connaît. En fait, aujourd'hui, on a des logiciels qui sont capables de dire là, il y a possiblement un gène. On prévoit un gène parce que les gènes répondent à certains critères en fait de présence. Enfin, de là, on peut les trouver. Et donc, en fait, on peut représenter sous les gènes. Et après, on peut essayer d'aller regarder autour. Est-ce qu'il y a des gènes qu'on connaît, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ici, donc pas au niveau de la zone où nous on a vu une corrélation. Ici, un peu en amont, on a un gène qui s'appelle Optix. Et donc, qui est un gène qui, chez d'autres chercheurs, et donc ça c'est aussi quelque chose de très important en recherche, d'aller comparer son travail avec ce que font les autres, pour avoir des idées, pour fermer des hypothèses. C'est un gène qui, lui, est impliqué dans le développement de la couleur chez beaucoup d'insectes. Ceci dit, on remarque quand même que ici, en fait, la zone qu'on trouve, elle est dans une zone qui n'est pas dans un gène, donc on pourrait se dire, mais en fait, c'est pas un allèle cette histoire. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, on pourrait se dire du coup, en fait, si ça tape dans une région sans gène, ça n'a pas de modification sur le caractère. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que y a plein de régions où il n'y a pas de gène, mais ça va être des régions qu'on va dire régulatrices et qui vont pouvoir venir activer ou inhiber à quel point on va lire un gène et le transformer en protéine. Donc en fait, c'est pas directement le gène qu'on change, mais on peut changer à quel point il est lu, à quelle fréquence il est lu. Et donc ça change à quel point il est un peu exprimé, et donc ça change le caractère final. Donc on va quand même, par élargissement de langage, parler aussi d'allèle, même si ça tombe dans une région où il n'y a pas de gène. Donc là, on a une idée que c'est peut-être Optix qu'elle. Encore une fois, on n'a pas de preuves. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, donc, comme on nous l'avait suggéré tout à l'heure, c'est d'aller faire des plasmides, d'essayer de modifier cette séquence et de voir ce qu'on obtient. Moi, je ne l'ai pas fait. Et du coup, encore une fois, importance de comparer son travail avec d'autres chercheurs, c'est que si d'autres gens ont déjà fait quelque chose qui va vous prendre du temps, ça peut être un gain de temps d'aller comparer avec ce qu'ils ont fait. Et c'est qu'aussi, souvent, il faut le matériel et les fonds. Donc, chez une autre espèce donc sud-américaine, des chercheurs ont donc pris des papillons donc, qui étaient tout à fait normaux, donc qui avaient une séquence génétique normale. Donc là, on voit c'est un peu les ailes qu'on obtient chez un papillon normal. Et ils ont, je vous simplifie les détails, mais ils ont fait des modifications génétiques qui ont permis d'inactiver le gène Optix. On parle de KO parce qu'on a mis au tapis le gène. Et ils ont regardé le phénotype des ailes à la fin. Donc en fait, quelle patron de coloration on observait. Et donc on observe ça. Et donc on voit que les régions qui étaient oranges, mais alors plus largement d'autres régions aussi, mais les régions qui étaient oranges produisaient une coloration plutôt bleue et iridescente quand le gène était inactivé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vérification fonctionnelle. Ça veut dire que je suis allé traficoter le gène que je soupçonnais et il a eu l'effet que moi j'observais. Et donc là, je suis à peu près sûr que Optix est effectivement le gène qui est impacté par l'endroit où on a vu qu'il se passait quelque chose et que c'est ça qui résulte dans la différence de coloration chez mes individus à la fin. Donc là, on sait ce qui se passe, mais on ne sait pas pourquoi ça se passe. On ne sait pas quelle est la raison. On l'a dit qu'au début, il y avait différents types de mutations. Ça peut être soit des petits trucs ponctuels, soit des choses plus larges avec des gros morceaux qui s'insèrent, ou ça peut être des modifications de l'ordre. Ça peut être intéressant de chercher pourquoi, parce qu'en fait, ça va nous aider à comprendre comment est-ce que en fait, la variation se transmet à la descendance. Parce que si c'est plein d'allèles pas très loin, en fait, ils peuvent être séparés en quelque sorte
pendant pendant plein de processus qui se produisent avant la reproduction. Je simplifie les détails, mais concrètement, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui cause ça pour comprendre comment ça se transmet. Donc ce qu'on peut faire ce coup-ci, c'est qu'au lieu d'avoir les séquences... En fait, quand je vous ai dit tout à l'heure, on a les séquences génétiques des individus, c'est pas exactement vrai, on n'avait pas les séquences parfaites, on avait des réassemblements de séquences, si on veut, mais en payant très cher, on peut obtenir des séquences avec un niveau de confiance très très fort. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une séquence avec un très fort taux de confiance pour un individu bleu et pour un individu orange. Et donc ces séquences avec un très haut taux de confiance, en les alignant, on peut essayer de voir s'il y a eu des modifications donc, ponctuelles à cet endroit, à l'endroit qui nous intéresse, ou est-ce qu'il y a eu des choses plus grandes. Concrètement, c'est ce qu'on appelle des analyses de synthénie. C'est essayer de voir si le génome est toujours dans le même ordre ou pas, ou est-ce qu'il y a des modifications. La région donc, dans laquelle nous on avait détecté un signal, c'était ici, c'était entre 1 et 2, c'était vraiment presque à la moitié. Et donc on voit qu'une fois qu'on fait l'analyse, donc on voit qu'il y a plein de régions donc, qui se ressemblent en fait entre les individus parce qu'ils sont très similaires. Donc c'est les régions en grise, on dit qu'elles sont synthéniques. C'est un terme technique, il n'y a vraiment pas besoin de le retenir. Et ce qu'on remarque, c'est que ici, donc en orange, il y a une région qui est détectée chez le bleu, qui est effectivement redétectée chez l'orange, mais pas dans le même sens. Et donc ça, c'est une inversion. Et en fait, si on regarde, cette inversion, elle se situe exactement au même endroit que là où on avait eu notre pic de corrélation, sur l'analyse précédente. Et donc ça nous permet de dire qu'en fait, cette inversion, elle est responsable, à proximité du génotype, elle est responsable de cette origine de coloration chez les individus orange et bleu. D'accord ? Donc ça, c'était une première façon de s'intéresser d'un point de vue très petit à qu'est-ce qui peut modifier une coloration. Et donc maintenant, si on monte à l'échelle de l'individu, on sait maintenant comment ça fonctionne. Maintenant qu'on sait que c'est une inversion, concrètement, on sait, parce qu'il y a plein d'effets génétiques un peu compliqués, mais on sait que ça va se transmettre comme un allèle normal. Donc ça se transmet de manière normalement, comme la plupart des allèles de base, donc c'est-à-dire la mère va donner un allèle, le père un autre allèle, et la combinaison va donner une couleur. Et donc maintenant qu'on a cette information-là, il faut s'intéresser à qu'est-ce qui, dans la population, est-ce que dans la population, du coup, cette variation de couleur, elle est modifiée en fréquence ? Est-ce qu'elle est sélectionnée ou pas ? Donc pour ça, on a vu qu'il y avait deux hypothèses majoritaires qu'on pouvait faire. On peut tester deux phénomènes en même temps. D'un côté, on peut avoir cette question de la sélection sur la reproduction. Est-ce que les mâles ou les femelles vont avoir tendance à se préférer se reproduire avec d'autres mâles avec des mâles ou des femelles de la même couleur qu'eux ou d'une couleur différente, par exemple. Et on a aussi des questions qui se posent sur la prédation. Est-ce que par exemple l'orange ou le bleu est plus détectable ou moins détectable ? Est-ce que ça permet de mieux s'échapper d'un prédateur, etc. On peut faire plein d'hypothèses. Mais les deux grosses questions sur lesquelles ça revient, toutes les hypothèses, c'est est-ce que la couleur, elle influence le taux de prédation, donc à quel point on a des chances de se faire manger, et est-ce que la couleur, elle influence le choix de partenaire. Et donc, démêler ces deux questions, ça permet d'essayer de savoir est-ce qu'il y a une sélection en cours sur l'une ou l'autre des couleurs. Voilà. Donc, comme la première partie, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place ? Donc, vous avez moyens illimités, vous pouvez inventer ce que vous voulez, il n'y a pas de réponse bête encore une fois, pour répondre à l'une ou l'autre des questions. Comment est-ce qu'on peut essayer de tester ça ? Sur des moyens illimités, du coup, on met plein de papillons des deux couleurs du coup, ensemble dans un environnement contrôlé et on regarde si, qui se reproduit avec qui. Voilà. Ouais, donc ça peut être mis en place si l'espèce par exemple elle... Non mais c'est pas ce que j'ai fait, mais ça peut se mettre en place si par exemple l'espèce elle peut être facilement élevée sous serre. Donc ça peut être envisagé. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées ? Non, personne ? Ok. Après, pour la reprédation, on aurait pu imaginer tout simplement aller sur le terrain et compter, regarder les papillons qui passent, essayer de voir s'ils sont bleus ou oranges, et s'il y a des prédateurs à proximité, compter combien se font attaquer ou manger par des prédateurs, noter leur coloration, et au bout d'un certain nombre d'individus, on aura une idée de est-ce que les prédateurs attaquent plus souvent l'une des deux proies, est-ce qu'ils réussissent à attaquer plus souvent l'une des deux proies, etc. Donc sur la question de la prédation, c'est assez compliqué à mettre en place parce qu'en fait on est un peu dépendant de la présence de prédateurs. Et donc déjà trouver les papillons c'est une chose, mais du coup trouver les papillons en présence de prédateurs c'en est une autre. J'ai quelques points de données mais rien d'exploitable en termes de résultats. Mais par contre nous on s'est surtout intéressé à la deuxième question, donc comment est-ce qu'on peut voir si la couleur influence le choix de partenaire. Et donc pour ça ce qu'on a fait c'est qu'on a fait, on a
changer un peu la question si on veut, on a essayé d'y répondre différemment, c'est de savoir est-ce que les individus ils ont une préférence pour l'une des deux couleurs. Est-ce que par exemple si je suis orange, je préfère aller voir un individu orange ou un individu bleu. Donc pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est que sur le terrain, on voit peut-être pas très bien, mais là il y a 2 boîtes, donc une ici et une là. On a donc une équipe de chercheurs partenaires à développer 2 boîtes comme ça, avec plein à l'intérieur de LED. Et en fait, ces LED là, on peut les programmer nous-mêmes pour mettre une certaine couleur. On peut vraiment essayer de reproduire la même coloration presque que les ailes des papillons que nous on a mesurées en laboratoire. Et donc on peut programmer un cube pour générer, si vous voulez, la couleur d'un individu bleu, et un autre bloc pour générer la couleur donc orange. Et en plus de ça, on peut aussi mettre des petits programmes sur est-ce que les LED s'allument, s'éteignent, etc. Et donc on peut reproduire un clignotement des cubes avec la couleur sélectionnée, et donc simuler en fait comme si un papillon volait. Parce qu'il y a cet effet de aile ouverte, aile fermée, donc la couleur qui s'allume et qui s'éteint entre guillemets. Donc ça c'est ce qu'on a fait, on met les 2 blocs sur le bord de la route, comme ça, un peu espacés. Les papillons passent et font leur vie sur la route, et de temps en temps ils vont descendre, venir interagir avec un cube, et donc repartir. Et donc là par exemple, on note la coloration de l'individu, on note avec quel cube il a réagi, etc. Et donc on peut avoir une idée de est-ce qu'à la fin, après avoir fait passer beaucoup d'individus, est-ce qu'il y a une préférence ou pas pour l'une des 2 couleurs. Donc j'ai une vidéo éventuellement que je peux mettre, on peut tenter de la mettre, d'une interaction. Ok, donc si vous êtes derrière et que vous ne voyez pas très bien, n'hésitez pas à vous rapprocher, ça va vite et on ne voit pas très bien. Donc là, ça n'a pas marché, ouais, vas-y. Tu peux mettre sur play s'il te plaît. Super, merci. Donc là, on voit qu'on a un morpho qui arrive ici, là, qui se balade. Donc il a déjà plongé une première fois vers un cube, il repart. Et là, hop, il revient et il va plonger vraiment vers ce cube avant de repartir. Et donc ça, on va le compter comme une interaction, par exemple, ici en l'occurrence, avec le cube donc orange. Voilà. En gros, pour vous donner une idée, c'est ça qu'on a fait. Hop, voilà. Ctrl L, voilà. Super. Et donc en coûtant tout simplement les interactions, on peut essayer de voir est-ce que en fonction de leur couleur à eux, il y a une différence de préférence. Donc ça c'est les résultats. Donc comment est-ce qu'on comprend? Là c'est le nombre d'interactions qu'il y a eu. Là ici ça va être tous les individus de Morphotélémachus bleu qu'on a vu passer. Ici tous les individus de Morphotélémachus orange. Et en fait la couleur de la barre indique le choix qui a été fait. Donc par exemple pour Morphotélémachus bleu, on a 4 individus qui ont interagi avec le cube bleu et 8 avec le cube orange. Et donc ça c'est le résultat qu'on obtient. Donc ce qu'on voit en fait c'est qu'il y a une très légère préférence pour l'orange, mais comme le nombre d'individus qu'on a échantillonné, enfin qu'on a pu enregistrer est assez faible, au vu de l'effet pas très fort, statistiquement on va dire que c'est pas significatif. En sciences généralement sur plein d'images comme ça, généralement vous voyez une petite étoile à côté d'une barre ou d'une valeur, etc. Ça veut dire que l'effet détecté est assez fort au vu du nombre d'individus testés, pour dire que oui, il y a un effet. Donc là, on ne peut pas vraiment conclure sur le fait qu'il y a un effet ou pas. Donc 2 possibilités. Soit il n'y a pas d'effet, et en fait la différence qu'on voit, elle vient juste du fait que en fait, c'est un jeu de hasard. Ou alors il y a un effet, mais j'ai pas testé, comme il est faible, j'ai pas testé on n'a pas vu passer assez d'individus pour conclure sur l'effet. Donc on ne peut pas avoir un avis tranché, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de retourner sur le terrain et de voir passer plus d'individus pour essayer d'avoir une meilleure idée sur est-ce qu'il n'y a pas d'effet ou est-ce qu'il y a un effet faible. Donc ça, c'était un début de résultat, donc ça c'est c'est une expérience qui est encore en cours. Et donc il y a la 3e question, et qui permet de dézoomer entièrement, et essayer de comprendre comment les patrons de coloration, du coup, ils évoluent à l'échelle avec plein d'espèces différentes. Donc moi avec mes 3 espèces d'intérêt, mais en fait on s'intéresse aussi à comparer avec l'ensemble des morphos qui ont eux aussi d'autres colorations. Donc même question que tout à l'heure, moyen illimité. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'avoir une idée de comment ça évolue entre les espèces? Vraiment, n'hésitez pas. Bon, en gros, la solution, elle réside dans le fait que l'évolution, elle est difficilement observable entre plusieurs espèces à l'instant T. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est plein d'hypothèses et les vérifier.
Et donc une des choses qui peut être faite, c'est d'essayer de comprendre, par exemple, là on a une différence de coloration, on l'a chez d'autres espèces, on a vu qu'est-ce qui était responsable de cette différence de coloration. Question, est-ce que ce qu'on a détecté chez une espèce, on le redétecte chez d'autres espèces? Donc par exemple, est-ce que l'inversion, vous vous souvenez, il y avait une inversion qu'on avait trouvée, est-ce que cette inversion, donc le sens dans lequel elle était dans le orange, on le retrouve chez toutes les autres espèces oranges, ou est-ce que le sens dans lequel elle était chez le bleu, on le retrouve chez tous les individus bleus, ou complètement différent? Ça permet de comprendre par exemple à quel moment du coup l'inversion que nous on a trouvée, elle est apparue, donc à quel moment la mutation a eu lieu, parce que si toutes les autres espèces partagent l'inversion, enfin le même sens, en fait ça veut dire que l'inversion elle est récente, et à l'inverse, si on voit que c'est très divers, ça veut dire que ça a pu arriver plusieurs fois, ou alors qu'il y a pu y avoir des échanges entre les espèces. Donc ça veut dire qu'il faut juste regarder les séquences des autres espèces, donc c'est ce qu'on a fait. Il y a plein d'autres espèces de morphos qui ont été séquencées avec le haut niveau de confiance. Et donc ici, on a les relations de parenté entre les espèces, dont certaines espèces qui ont été séquencées. Donc là, c'est les deux couleurs de Morphotélémachus. On avait donc, comme c'est une inversion, on parle de sens, donc il y a le sens orange si on veut et le sens bleu, d'accord, qui sont représentés par des flèches. Et on a regardé en alignant les génomes comment c'était chez les autres espèces, sous quelle forme on trouvait. Donc il y a des espèces pour lesquelles on n'a pas le génome, donc c'est représenté par des points d'interrogation. Et chez toutes les autres espèces qu'on a pu tester, donc les espèces proches, on a toujours retrouvé le sens d'inversion orange. Donc, et même, donc on l'a testé chez des espèces encore plus lointaines, donc là c'est pas sur le graphique, mais tout le monde a globalement l'inversion dans le sens orange. Donc ça, ce qui est intéressant à comprendre, ça veut dire que potentiellement, c'est une inversion plutôt récente et que l'inversion a été causale de la couleur bleue. Et donc à l'origine, les espèces ancestrales, donc l'espèce ancestrale à ces trois espèces-là par exemple, portait probablement le sens de gène orange. Une autre chose qui peut être faite, donc à une autre échelle, donc en fait c'est vraiment la même chose, c'est d'essayer de comparer entre espèces. Et donc l'expérience de préférence qu'on a faite sur une espèce, on peut la faire chez plein d'autres espèces et voir de la même manière comment la préférence elle a évolué elle. En fait, ça va nous renseigner sur comment est-ce que la coloration elle a pu être sélectionnée au cours des temps. Et donc ça, pour le voir, en fait, c'est toujours la même manipulation, mais juste avec plein d'autres espèces qui passent. Donc là, on a ce que je montrais tout à l'heure. Donc on n'a pas eu beaucoup d'individus, parce qu'ils ne sont pas très présents dans la nature et pas très coopératifs. On voit que pour Morphoecuba, donc, qui était l'autre espèce d'intérêt, de ma thèse, donc où tous les individus sont oranges, il y a des interactions que avec les individus oranges, mais pareil, il n'y en a pas eu beaucoup, parce qu'on est arrivé sur la fin c'était la fin de la saison des Morphoecuba. Et pour deux autres espèces, donc Morphomenelaos et Morphoretenor, on a une préférence très large, et donc là, qui cette fois est clairement significative, donc l'effet est assez fort au vu du nombre d'individus testés, pour dire qu'ils ont clairement une préférence pour le bleu. Donc ça, à la base, je vous rappelle, c'était pour répondre à la question, en fait, est-ce qu'il y a de la sélection sexuelle, donc est-ce qu'il y a un avantage à la reproduction? Et en fait, ces informations-là, elles sont quand même hyper intéressantes, parce que Morphoretenor, il voit qu'il interagit majoritairement avec le bleu, sauf qu'en fait, Morphoretenor, c'était l'exemple que je vous avais présenté en introduction de différences mâle-femelle. Les femelles, elles sont jaunes, en fait. Et donc ça nous renseigne aussi sur le fait que possiblement, les préférences qu'on voit chez les couleurs, donc déjà, on voit qu'elles sont quand même souvent liées à la coloration des individus de l'espèce, et que c'est pas forcément, ça traduit pas que des questions de reproduction, mais aussi des questions de territorialité. En fait, c'est quelque chose d'assez classique chez les morphos. Ils se chassent entre eux sur la route. Et donc, en fait, le fait que les morphos réténors préfèrent majoritairement le bleu, ça peut être juste en fait révélateur qu'ils sont extrêmement territoriaux en fait les autres morphos bleus. Et donc, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec la sélection sexuelle. Donc là, on arrive à peu près à la fin. Donc, vous avez vu un peu tout ce que j'ai essayé de mettre en œuvre pour répondre à ma grande question. Concrètement, on peut aller un peu plus loin et se demander comment, donc pour pousser un peu plus loin, se demander comment évolue le patron de coloration. Donc d'un point de vue génétique, on a vu que du coup il y avait l'inversion qu'on avait détectée chez Morphotélémachus en Guyane, donc chez les populations guyanaises, mais que cette inversion on la retrouvait pas. En fait, tout le monde avait le même état dans les autres espèces. Donc en fait, il faut descendre à une échelle plus petite pour essayer de comprendre est-ce que toutes les populations, enfin toutes les individus de Morphotélémachus fonctionne de la même manière, ou est-ce qu'il y a des différences entre les différents endroits de l'aire géographique? Je vous avais montré qu'il y avait une très grande aire géographique. Du coup, il faut aller voir d'autres populations. Est-ce qu'on retrouve ou pas cette inversion chez les autres populations? Et du coup, il va y avoir une question sous-jacente de, en fait, il y a d'autres choses qui ont dû être, qui sont aussi modifiées, donc qui sont aussi différentes, pour expliquer le fait que s'il y a cette inversion, en fait, il y a d'autres patrons de couleurs où les couleurs sont pas aussi intenses, etc.
Donc ça donne l'idée qu'en fait un caractère, ça insiste sur le fait qu'un caractère n'est pas déterminé par un gène. Il y a une multitude de gènes, etc. Une deuxième chose, ça va être aussi d'essayer de voir, donc pareil, à l'échelle d'espèces, on a vu que l'expérience de préférence de couleur, elle n'était pas pour l'instant à très grande échelle, donc avec des espèces très lointaines, c'était difficile de faire des comparaisons. Donc il faut possiblement aussi comparer avec des individus d'autres populations de Morphotélémachus. Est-ce qu'ils ont aussi cette espèce de... Alors un peu indéterminé entre non-préférence et préférence faible, ou est-ce qu'il y a une autre préférence complètement différente parce que la situation, donc le groupement d'espèces à l'endroit où ils vivent est différent, donc possiblement que ça n'a pas été sélectionné de la même manière. Et donc il faut aussi regarder toujours chez d'autres espèces plus proches. Donc la dernière espèce qu'on n'a pas testée dans ma thèse, c'était Morphociceis, dont je vous parlais. Et donc, si on veut résumer sur l'évolution à travers les morphos, ce que j'ai essayé de faire, c'était de vous montrer donc, comment est-ce qu'on pouvait réfléchir pour répondre à des questions de recherche et l'importance donc, de communiquer entre chercheurs, de voir ce que font les autres pour mieux faire des meilleures hypothèses sur ce qu'on fait ou avoir des meilleures idées sur comment répondre à nos hypothèses. L'importance de faire un lien constant entre les différentes échelles, donc l'échelle génétique pour expliquer comment est-ce qu'un tel ou tel caractère est déterminé, l'échelle de la population ou d'une espèce pour comprendre comment ce caractère est-ce qu'il est soumis à de la sélection, etc. à l'échelle de l'espèce, et de comparer en fait les résultats entre différentes espèces proches pour essayer de comprendre comment du coup ces traits ont pu évoluer sur des échelles beaucoup plus longues. Mais du coup ça c'est des questions en fait auxquelles c'est pas facile de répondre et beaucoup de chercheurs se creusent la tête, donc pas que sur la couleur et sur plein d'autres traits. Et enfin, du coup, moi j'étudie principalement les morphos de canopée, donc qui sont orange. Et alors ça, c'est un peu mon avis, mais on a vu aussi que du coup les plus beaux morphos volent en hauteur. Voilà. Alors merci pour cette superbe présentation. Alors à présent, vous avez la possibilité de poser davantage de questions à Mathieu. Alors, qui a une question pour lui ? Durant l'expérience, on a vu que les boîtes que vous avez construites pouvaient être assimilées à d'autres morphos. Et on a vu aussi que certaines espèces de morphos avaient les mêmes couleurs. Ma question est, est-ce que parfois entre différentes espèces, ils se confondent finalement ? Et ben en fait, c'est un peu la question aussi de ma thèse, du coup, entre mes trois espèces d'intérêt là, est-ce qu'elles se confondent ? Et du coup, c'est pas impossible. Ça arrive souvent que dans le milieu naturel, des espèces proches se reproduisent entre elles, même si soit ça donne rien, soit ça donne des hybrides infertiles, etc. Mais en fait, c'est pas forcément facile de répondre à la question dans le sens où on voit des interactions, mais moi je m'intéresse qu'au prisme de la couleur, et en fait la couleur c'est une information. Ils vont utiliser un ensemble de signaux probablement pour se détecter. Donc il y a la couleur. Déjà, même si les morphos sont tous bleus, il y a des légères différences, par exemple de répartition de bleu. Donc si je vais peut-être pas retourner au tout début, mais on a vu qu'il y en a qui avaient juste des bandes bleues, d'autres toute l'aile bleue, etc. Donc ça se trouve, ils peuvent détecter en fait, ces différences-là, même si elles sont subtiles, parce que en fait, ils ont un système de vision qui est bon pour repérer ça. Il y a d'autres personnes de mon équipe qui ont montré qu'il y avait des légères variations de l'iridescence, qu'en fait, quand l'aile n'était pas dans le même angle, du coup la lumière varie, donc c'est ça qu'on appelle l'iridescence, et qu'en fait l'iridescence elle n'était pas la même chez toutes les espèces, donc ça pouvait avoir un rôle aussi. Moi, une sous-question, en fait c'est pas vraiment le sujet initial de ma thèse, mais on s'y intéresse aussi, c'est toute la question des phéromones. Il y a quand même une production de phéromones par notamment majoritairement les mâles chez les morphos. Et du coup à la fin la femelle elle fait un peu un choix ou pas si elle décide de se reproduire avec le mâle, et donc c'est pas impossible typiquement que des mâles tentent de se reproduire avec des femelles d'autres espèces qui confondent, mais que la femelle, parce que les phéromones sont très spécifiques à l'espèce, en fait refuse. Donc voilà, en fait il faut, donc comme je disais, c'est qu'en fait comme il n'y a pas qu'un trait qui joue justement sur la reproduction, il faut combiner plein de traits différents pour essayer d'avoir une idée de comment est-ce qu'il se repère bien. Du coup, je reviens sur les boîtes. Moi, j'avais une question de méthodologie. Comment vous faites pour être sûr que ce ne soit pas le même papillon qui revient plusieurs fois sur la boîte ? Est-ce qu'il est pris en photo pour identification après ou... Alors non, on filme aussi parce qu'en fait ça permet, on filme avec 2 caméras, ça permet même derrière de faire de la détection pour avoir une mesure plus précise, en fait, plus quantitative de à quelle vitesse il allait, etc. Parce qu'on sait que par exemple ils peuvent, d'autres expériences ont montré que par exemple de temps en temps
s'ils identifiaient que c'était un mâle, une femelle ou un individu d'une autre espèce, ils modifiaient leur vitesse, ils pouvaient accélérer pour les chasser ou ralentir pour justement peut-être tenter une reproduction. Enfin, donc on a regardé ça. Donc nous on filme. Après c'est vraiment impossible du coup sur les vidéos d'identifier les individus. Donc on n'a pas pu contrôler par les individus en fait. On peut pas contrôler si un individu repasse ou pas. Dans les faits, en fait, on a essayé une première version du protocole où on a essayé de le faire sous serre. Et du coup, en fait, l'avantage d'être sous serre, c'est qu'il suffit d'aller sur le terrain, de les capturer, et en fait, comme on peut les faire passer un par un sous serre, on est sûr que le même individu ne repasse pas 2 fois. Sauf qu'en fait, comme c'est des morphos planeurs, en fait, c'est très compliqué d'avoir les bonnes conditions de luminosité et en fait de taille de serre aussi pour pouvoir les faire voler correctement et les faire interagir avec les cubes. Et en fait, ça marchait bien que sur le terrain. Donc en fait, là, c'est un peu une limitation, matérielle en fait de comment ça fonctionne, quoi. Après, le fait est que comme du coup, j'ai fait une première séquence à la saison sèche passée, je vais en faire une deuxième là en mars, avril, mai, parce qu'il y a une deuxième saison. Donc, probablement, c'est sûr que ce ne sera pas les mêmes individus, puisque il y a 2 générations dans l'année en fait. Donc, ce sera une autre génération. Mais ouais, effectivement, pas contrôlé pour les individus. Donc, la solution, c'est d'essayer soit d'échantillonner à des endroits un peu différents, ou alors d'échantillonner un nombre d'individus assez large pour qu'en fait on puisse, pas simplifier, mais élargir le fait qu'en fait ça représente la préférence de la population et plus des individus. Ok, très bien, parce que la serre en fait modifie leur comportement tout simplement. Ouais, en fait c'est ça. Même globalement, en général pour les papillons, si c'est pas de 1 la bonne luminosité, ils volent pas, ils vont se poser tout de suite. Et même quand on arrive à reproduire le bon niveau de luminosité en jouant sur la maille qu'on utilise pour faire la serre, de temps en temps, en fait, comme moi, ils font des grandes distances, etc. Ils arrivent à faire un battement, ils se retrouvent de l'autre côté de la serre, ils butent contre quelque chose. Enfin, ça les met dans des situations en fait un peu stressantes. Et même en mettant des temps d'adaptation, en fait, souvent il y a ça dans des manipulations sous serre, de mettre des temps d'adaptation pour que les individus s'acclimatent en fait aux conditions de serre. En fait, ça marche pas. Ils se comportent pas de la même manière qu'en milieu naturel. Donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Merci. Et toujours par rapport à la boîte, du coup. Cette boîte s'est suscité des questions. Oui, on a vu quelque chose, alors ça, forcément. Est-ce que, j'ai peut-être loupé, tu l'as peut-être dit, mais est-ce que les papillons qui passaient, c'était tous des mâles ou des femelles, ou tu sais pas? Et est-ce qu'il pourrait y avoir un biais comportemental lié au sexe du papillon qui passe? Alors, pour certaines espèces, comme Morphoretenor, où il y a du dimorphisme sexuel, donc où les mâles et les femelles ne se ressemblent pas, on sait que c'était que des mâles. Globalement, chez les morphos, en fait, il y a une différence de comportement mâle-femelle. Les mâles, c'est des patrouilleurs. Donc, en fait, majoritairement, quand on voit des morphos voler, c'est des mâles. Vraiment 99% du temps. C'est toujours que des mâles. Les femelles, elles sont... C'est un peu flou. On en voit de temps en temps voler, mais c'est très rare. Par exemple, des femelles de Morphoretenor, du coup, juste les chercheurs donc permanents de mon équipe qui ont fait, je crois, au moins 7 ou 6 sessions de terrain en Guyane, en ont attrapé une de femelles Retenor, alors que des mâles, il y en a eu des quantités. Et en fait, c'est pareil pour toutes les espèces. Les femelles, on les voit très peu. Alors, ça peut être un biais de on n'est pas aux bons endroits. En fait, les endroits où nous on va pour attraper des morphos parce que c'est facile, c'est pas les endroits où se baladent les femelles. Ça peut être aussi un biais comportemental dans le sens où les femelles sont peut-être pas du tout des patrouilleuses et sont posées et attendent qu'un mâle arrive. Donc c'est pas impossible. Mais du coup, on est à peu près sûr que c'est que des mâles. S'il y a des femelles qui se sont glissées dans l'eau, c'est genre de l'ordre de 1 ou 2 femelles sur l'ensemble du jeu de données. Donc ça pourrait introduire un biais, mais c'est très peu probable. Et en plus, les femelles souvent sont un peu différentes, elles sont plus grosses que les mâles, etc. Donc on peut les repérer. En tout cas, on n'a pas vu d'individus particulièrement différents passer devant les boîtes, quoi. Il n'y a rien qui nous a questionné sur ça. Mais peut-être que du coup, tu en attires peu parce que en fait, les mâles patrouilleurs, ils vont pas du tout chercher les femelles qui seraient au sol et c'est en canopée. Enfin, on apprendrait peut-être si on en sait plus sur comment ils se reproduisent, ça pourrait aussi servir à tester certaines de ces hypothèses-là. Globalement, on sait comment la parade se passe. En gros, un mâle patrouilleur va pourchasser une femelle pendant un petit moment et au bout d'un certain moment, du coup, avec cette question, à la fin, il y a une acceptation finale par la femelle. Et du coup... donc, on sait globalement comment ça se passe, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des questions sur où sont les femelles, en fait. On a un peu de mal à comprendre en fait ce qu'elles font de leur journée, quoi, pour
pour vulgariser le trait, quoi. Merci. Oui, alors c'est une question qui est peut-être en dehors de la thèse. C'est que j'ai appris cet après-midi que les morphos ne produisent pas de pigments et que leur couleur est due à quelque chose d'autre, un autre phénomène. Est-ce que vous pouvez en parler ? Ouais, en fait, alors, pas tous les morphos, du coup, c'est parce qu'en fait, les gens font la généralité morpho égale bleu. Les morphos orange, enfin la couleur orange, elle vient effectivement d'un pigment. Mais la couleur bleue, donc en fait, qui est celle souvent dont on parle quand on parle des morphos, elle n'est pas pigmentaire effectivement, et c'est ça qui explique l'iridescence. En fait, on parle de couleur structurale. En gros, donc les ailes des papillons, c'est constitué de plein d'écailles qui sont empilées les unes sur les autres. Et ces écailles-là, du coup, pour produire cette coloration bleue, en fait, ces écailles, elles ont on va dire des nanostructures, donc c'est des structures toutes petites qu'on voit pas à l'œil nu, qu'on peut voir qu'avec un microscope électronique, donc un truc hyper technologique. Et en fait, c'est comme un petit sapin de Noël. Donc il y a plein de petites lamelles de tailles différentes qui font comme un petit sapin de Noël à la surface de l'écaille. Et en fait, la lumière, quand elle arrive dans ce sapin de Noël en quelque sorte, les rayons ils vont être réfléchis. Et en fait, comme les lamelles sont très proches, et en fait c'est des histoires de physique, certaines longueurs d'onde, donc la lumière est composée de plein de longueurs d'onde, et certaines longueurs d'onde sont associées à certaines couleurs. Et en fait, du coup, il y a des phénomènes d'extinction. Donc en fait, il y a certaines longueurs d'onde qui sont annulées en fait par cette structure physique, et donc ne sont réfléchies que certaines longueurs d'onde, en l'occurrence le bleu. Et en fait, ces nanostructures, elles expliquent aussi l'iridescence. Donc iridescence, le fait que quand l'aile du papillon tourne, on n'observe pas la même chose. Ça peut aller sur le violacé avec un angle fort, voire du blanc, etc. Et en fait, ça, c'est parce que ces lamelles-là, en fait, en fonction de l'angle avec lequel arrive la lumière, bah, en fait, ça va pas fonctionner de la même manière. Et donc ces nanostructures-là, donc cette couleur structurale, elle est iridescente parce que effectivement, on n'a pas, ça dépend de l'angle d'arrivée de la lumière. Mais globalement, dans le monde vivant, le bleu est une couleur, pigmentairement, le bleu c'est extrêmement rare. Si on voit du bleu, c'est très souvent structural chez les animaux, vraiment presque tout le temps. Donc pareil chez les oiseaux, etc. Quand vous voyez des reflets un peu bleu métallique, surtout en fait si c'est iridescent, ça vous indique sur le fait qu'il y a probablement des nanostructures qui du coup, qui reflètent des choses dont la couleur dépend de l'angle d'incidence de la lumière. Bonjour. Alors moi j'aurais une question. Dans votre thèse, vous avez parlé beaucoup de l'aspect sélection sexuelle justement et le choix de partenaires associé potentiellement à la couleur des ailes des papillons. Mais il y a aussi l'aspect sélection sexuelle. Et j'aimerais savoir pour ces morphos s'ils ont des prédateurs dans la nature qu'on leur connaît. Et j'avais entendu ou j'avais lu peut-être quelque part que justement par rapport à l'iridescence des ailes, ça pouvait être une stratégie de défense contre les prédateurs, dans le sens où ça fait, lorsqu'ils battent des ailes, des sortes de cliquetis qui déstabilisaient les prédateurs éventuels. Et du coup, je ne sais pas dans quelle mesure cette stratégie est valable pour des planeurs qui ne battent pas beaucoup des ailes. Donc ça serait pour en savoir un peu plus. Ouais, alors du coup, pour juste expliquer d'abord à tout le monde cette histoire, du coup, effectivement, ce bleu sur les ailes, on a il y a des fortes hypothèses qui sont faites sur le fait que justement, comme ce bleu avec les ailes qui s'ouvrent et qui se ferment, s'allume et s'éteint entre guillemets, ça fait des flashs de bleu qui en fait, ça rend très difficile pour les prédateurs de viser juste les individus. Et en fait, c'est pareil pour les collectionneurs de morphos. Parfois, vous essayez d'attraper un morpho et en fait, il arrive vers vous en clignotant et donc vous visez mal parce qu'en fait, c'est difficile parfois de viser. Donc effectivement, ça marche bien. En fait, ça marche surtout du coup avec des vols battus, donc qui sont principalement les vols qu'on retrouve chez les morphos de sous-bois, parce que c'est des vols qui permettent de bien éviter les arbres, etc. Enfin, c'est des vols qui ont été bien sélectionnés en sous-bois. En canopée, du coup, on a des vols planés. Donc moi, c'est des planeurs. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un petit coup d'aile, et puis après, ils se laissent porter, et puis un petit coup d'aile. Et donc en fait, il n'y a pas autant ce phénomène de cliquetis de couleurs en fait, qu'on pourrait avoir. Donc il y a des questions en tout cas sur ça. Il y a des prédateurs, on les reconnaît des prédateurs. Donc les jacamars, donc c'est des oiseaux qui chassent pas mal à l'affût, donc ils se posent souvent sur des branches, ils attendent que des morphos passent et ils tentent un plongeon. Donc moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est que c'est souvent ils tentent une fois quoi, et parfois ça rate. Donc en fait le papillon passe et donc ça peut être un papillon donc bleu qui bat des ailes très vite ou un planeur, et de temps en temps il va faire un piqué, le jacamar, et parfois il réussit, parfois il rate, mais généralement il retente pas.
Mais du coup, il y a des vraies questions du coup sur. En fait, il y a d'autres gens dans mon équipe qui bossent carrément sur la coévolution couleur-vol. Est-ce que en fait, un type de vol a coévolué avec une couleur? Et donc justement, est-ce qu'un vol battu est plus souvent associé à une coloration bleue parce que cette histoire de flash, et en fait la couleur orange, on la retrouve un peu plus chez les planeurs, donc il y a des questions sur ça. On n'a pas de réponse, mais en tout cas il y a des questions. Et donc ils ont des prédateurs. Après, l'entièreté des prédateurs sont pas du tout connus. Du coup, on connaît les jacamars. Il y a des questions éventuellement sur possiblement des chauves-souris pour une espèce de morpho qui vole très tôt le matin. Mais possiblement on ne connaît pas du tout tous leurs prédateurs, d'autant que c'est possible que même quand ils sont au repos posés, il y ait d'autres prédateurs, donc pas du tout aviaires, mais par exemple des insectes, des araignées qui chasseraient aussi à l'affût et qui pourraient les attaquer quand ils sont posés. Bonsoir. Merci déjà, c'était super clair et super pédagogique, bravo. On sait tous que le nerf de la guerre pour la recherche, c'est les finances. Est-ce que tu peux nous dire les blocs que tu as utilisés, là, les cubes, combien ça coûte? Parce que si j'ai bien compris, tu n'as eu qu'un seul point de manip, qu'un seul point de collecte avec ces cubes. J'ai fait qu'une séquence Qu'une seule séquence. pour l'instant, donc ouais. Ça veut dire que tu n'as qu'un cube bleu, un cube orange, quoi. J'ai 3 cubes. 3 Mais cubes. le troisième, il n'a pas autant de lettres que les deux couleur qui premiers, donc n'existe s'il y en a un des deux premiers qui me lâche... D'accord. Parce que du coup, selon le budget, on peut imaginer que tu aies plusieurs points de collecte avec des caméras trappes, quoi, et qui puissent te permettre d'avoir des résultats statistiquement exploitables. Parce que là, on est d'accord que tes résultats, pour le moment, en termes de quantité, c'est pas assez conséquent. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as une idée s'il y a un effet environnemental sur l'expression de la couleur chez les morphos? Est-ce que, par exemple, la hauteur de vol dans la canopée ou les conditions atmosphériques changent la couleur et l'expression de la couleur chez ces individus? Alors du coup, sur la première question, donc sur cette histoire de bloc, en fait, c'est un peu compliqué en tout cas, parce que le protocole qu'on a choisi fait que c'est un peu compliqué de faire plein de points de collecte simultanément avec des caméras trappes. En fait, pour faire cette espèce de pointage de vitesse, etc., de position, comme j'expliquais, on filme avec des GoPro qu'il faut calibrer. Et en fait, si elles bougent après la calibration, ça foire toute la calibration. Donc en fait, c'est plus du tout exploitable. Donc en fait, le problème, c'est qu'il faut que je sois là pour les mettre en place, bien calibrer, vérifier que ça bouge pas, etc. Mais du coup, oui, non, ce serait clairement incroyable de pouvoir mesurer à plein d'endroits différemment, etc. Après, les cubes, c'est du bricolage, quoi. C'est fait avec 3 fois rien, quoi. Ce qui coûte le plus cher, c'est les LED. Fabriqué dans les Fab Labs. Ouais, ça pourrait, vraiment, ça se fabrique. En aies plein, quoi. Oui, ça, c'est pas un problème dans le sens où un cube, en fait, du fait du prix des LED, notamment les LED vertes, ça coûte très cher les LED vertes. Ça coûte à peu près genre 500 €. Mais en fait, si on retire les LED, ça coûte même pas 100 € à faire. Donc en fait, c'est vraiment pas très très cher par rapport au budget souvent qu'a un projet de recherche. Mais ouais, en fait, le problème, c'est le protocole qu'on utilise qui fait que c'est compliqué d'avoir une idée à long terme. Et en fait aussi, nous, on voulait corréler au fait que, par exemple, toute mon analyse génétique, je l'ai faite sur une population de morphos du côté de la montagne de Caux. Donc en fait, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'avoir des résultats pour la même population. Parce qu'en fait, c'est possible que la fréquence donc bleu-orange, elle soit pas la même à un endroit A et à un endroit B. Donc nous, on a regardé majoritairement pour la montagne de Caux, mais on manque un peu de données. Bon, l'intérieur des terres, déjà, il faut y aller. Et puis on en fait, sait que les analyses génétiques coûtent cher aussi. Exactement. Donc comme on se concentre sur une population, on s'est dit autant faire un protocole poussé d'un point de vue donc film, calibrage, etc. et faire que ce point parce qu'on a déjà les données génétiques pour ce point-là. Et la deuxième question, c'était, pardon, est-ce que tu peux... Est-ce que tu sais s'il y a un effet environnemental, des conditions environnementales sur l'expression de la couleur? Pour l'instant, c'est pas connu. Après, il y a des fortes variations entre les individus. Par exemple, ils ont souvent une ligne de points orange là sur les côtés. Alors, de temps en temps, elle est plus ou moins visible, un peu moins visible. Le orange, parfois, est plus ou moins, descend plus ou moins bas sur l'aile arrière, etc. Donc, il y a quand même des variations interindividuelles. Donc, après, je peux pas dire si c'est environnemental ou pas. C'est pas impossible qu'il y ait un effet environnemental. En tout cas, il n'y a pas un effet environnemental switch en mode on-off d'une couleur. Ça n'a pas été trouvé chez d'autres espèces non plus, en tout cas. Mais c'est pas impossible que ce soit à l'origine de petites variations. Ouais, je répète la question du coup juste pour l'environnement. Est-ce qu'il y a des saisons propices pour les observer, c'est ça? Ouais. Alors ça dépend des espèces. Les espèces donc, de canopée, notamment les planeurs, elles fonctionnent plutôt en
bisaisonnalité. Globalement, ça va être septembre, octobre, novembre, en Guyane en tout cas. Et il y a une deuxième volée, alors apparemment un peu moins faible en termes d'abondance, en mars, avril, mai. Donc un peu séparé de 6 mois en fait, 2 fois dans l'année. Les autres espèces, on peut les voir un peu tout le temps dans l'année. Je les ai toutes observées pendant la saison des pluies. Il y a des points de données en tout cas tout le reste de l'année aussi qui ont été faits par d'autres entomologistes. Donc elles sont présentes toute l'année. Par contre, les abondances, elles peuvent varier. Ça, on a un peu de mal à avoir une idée des abondances, notamment parce que quand on les observe, en fait, ils sont en vol et c'est des papillons un peu discrets. Et en fait, si il n'y a pas les bonnes conditions de luminosité, ils sortent pas. Donc, par exemple, si c'est trop couvert, ils sortent pas, etc. Et donc, en fait, ce qui peut se produire, c'est qu'en saison des pluies, ils sont là, mais en fait, on les voit moins parce qu'en fait, c'est plus couvert, il pleut plus, etc. Donc, en fait, ils sortent moins. Donc, mais par contre, en tout cas, du coup, moi, je continue à faire des observations même en saison des pluies. Donc, il faut juste choisir un jour où il fait pas trop moche. Et globalement, on peut voir toutes les espèces. Il y a une espèce pour laquelle j'ai aucune idée, c'est celle qui vole très tôt le matin, elle vole 6h. Donc, c'est pas possible pour moi d'aller sur le terrain à 6h pendant la saison des pluies. Mais donc, elle, je saurais pas me prononcer. Mais par contre, ouais, les planeurs, en tout cas Morphotelemachus et Cuba, donc qui sont les 2 gros planeurs, donc orange, eux, ils sont pas du tout présents en fait. J'en ai vu aucun, et je crois pas qu'il y ait beaucoup de points de données sur les périodes de saison des pluies, quoi. Ouais, il y a des heures aussi. C'est des animaux qui ont un peu leurs heures de sortie. Chaque espèce a un peu sa plage. Il y a des espèces qui sont plus du coup, très matinales, avec celles qui volent vers 6h du matin. Il y a des espèces qui sont plus tard dans la matinée. Il y a un pool d'espèces entre 8 et 11h. Et après, il y a quelques espèces qui sont plus 11h, 15h. Mais globalement, ouais, il y a vraiment chaque espèce est légèrement un peu décalée les unes des autres. Il n'y a pas beaucoup de plages horaires qui se recoupent. Est-ce que quelqu'un a encore une dernière question pour Mathieu? D'accord. Bon, en tout cas, nous vous remercions pour votre présence ce soir. Alors, je me permets de vous annoncer le prochain Café des Sciences qui aura lieu le 26 mars et qui portera sur la flore et la faune dans les rites de passage et qui sera présenté par Marc-Alexandre Tarot et Sébastien Chaplin. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup.